Ok, bienvenue à tous. Donc, on continue sur notre capsule de vidéo sur la régression multiple. Donc, on arrive à la numéro 8 sur les hypothèses de loi qu'on va commencer à faire. Donc, on avait fait des hypothèses finalement assez simples, les hypothèses H1, H2, H3. On était revenu un tout petit peu sur H2 pour ajouter du H2' qui était juste basé sur le fait qu'on rajoutait un moment d'ordre 4, ce qui permettait d'assurer des propriétés sympathiques pour sigma chapeau carré. Là, on va aller un peu plus loin parce qu'on voudrait faire des tests. Donc, je vais arriver sur cette section-là maintenant. Voilà. OK. Donc, capsule numéro 8. Donc, on est sur ce que j'appelle cas gaussien et test. Puisqu'effectivement, l'hypothèse de loi, depuis le temps que je vous parle des lois gaussiennes et des modèles gaussiens, on voit arriver la loi normale quand même. Donc, on va supposer que nos résidus sont gaussiens. On va essayer d'en dire des choses. OK. Donc, tout petit récapitulatif. Ce qu'on avait fait, c'était très simple. Ça se résume en ces deux lignes, pour l'instant, les deux capsules précédentes. On avait fait des hypothèses très simples. H1 qui me disait, je vais peut-être vous la réécrire, mais H1 me disait X est de plein rang. C'est-à-dire que X transposé X moins 1 existe. Donc cette hypothèse, on n'y touchera pas trop. Epsilon 2, c'était de dire l'espérance des epsilon vaut 0. La variance des epsilon vaut sigma 2 fois identité. Éventuellement, il y avait le H2' qui me disait que l'espérance de epsilon puissance 4 existait. Alors la variance de mon epsilon, encore une fois, c'est l'espérance de... je vais appeler ça epsilon carré. D'accord. Donc on avait le fait que mon espérance des epsilon carré valait sigma 2 et que les observations étaient indépendantes. J'avais une version un tout petit peu plus complexe qui me disait que l'espérance de epsilon puissance 4 devait exister. Et enfin, j'avais mon hypothèse H3 qui me disait que 1 sur n x transposé x devait tendre vers une matrice Q qui était définie positive. Donc j'avais fondamentalement ces trois petites hypothèses, H1, H2, H3 et H2'. Donc ce qu'on avait dit, c'était H1 me permettait de construire mon estimateur. Donc j'avais mon estimateur par moindre carré qui était la solution du problème de minimisation de la somme des carrés des erreurs. Donc cet estimateur existe, H1. H2, il est sans biais. Sa variance, ce sera sigma 2 x transposé x moins 1. H3, ça me garantit que cet estimateur en plus est convergent. Et avec l'hypothèse H2', donc en rajoutant juste l'hypothèse que le moment d'entre 4 existe, ce qu'on avait, c'était que sigma chapeau carré, qui est juste obtenu en disant qu'on fait 1 sur n moins p, la somme des carrés des résidus, on avait un estimateur qui était un estimateur convergent de la variance. Et donc, ça nous permettait en plus de récupérer un estimateur qui nous permettait de garantir que la variance estimée de bêta chapeau allait aussi converger vers la vraie, allait converger. Donc ça, c'était ce qu'on avait fait dans un premier temps. Donc on s'était contenté de ça, puis on était resté sur les hypothèses assez classiques, qui sont finalement des propriétés d'existence, d'espérance et de variance, de biais et de variance. Donc voilà, donc c'est tout simplement ce qui est résumé ici. Donc j'ai mon hypothèse H1, H2, H2', H3. La première me donne l'existence, la deuxième me montre que je suis sans biais et j'ai la variance. H3 me permettait d'avoir la convergence de mon estimateur, et j'avais juste rajouté cette petite hypothèse de prime qui me montrait en plus que j'avais la convergence de mon sigma chapeau carré. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait et c'est ce que je viens de vous raconter. Là, on va aller plus loin et on voudrait faire des tests. Qui dit test, en tout cas, des tests classiques au sens de la StatMath et pas des tests par simulation, nécessitent de faire des hypothèses de loi. Donc on va rajouter cette petite hypothèse ici, qui est mon hypothèse H2 Gauss, donc que je vais changer. Donc mon hypothèse H2, encore une fois, désolé, je vais faire un tour en arrière. Mon hypothèse H2 était une hypothèse sur l'espérance et la variance. Ou alors, rajouter aussi un moment d'ordre 4, mais je ne faisais pas d'hypothèse de distribution. Je faisais juste des hypothèses sur les moments. Donc ça, c'est généralement des hypothèses qui sont très très faibles. Là, on va quand même être obligé d'aller plus loin. Je suis obligé de faire une hypothèse de loi. Et en particulier, donc on va supposer que epsilon, c'est un vecteur gaussien qui vérifie toutes les propriétés dont on parlait. Donc en particulier, ça va impliquer que l'espérance de epsilon, ce sera 0.
pardon, la variance de mon vecteur epsilon, ça sera sigma 2 identité. Okay. Donc en gros, ces deux premières conditions me disent que H2 est vérifié. Mais comme on a une loi gaussienne, on sait en plus que tous ces moments existent à un ordre infini. Encore une fois, je vous renvoie vers des rappels de cours de proba, je pense. Donc je dis juste que les epsilon i carré, puissance 4, sont finis. Donc en fait, je récupère en plus H2'. Okay. Donc là, je vais un peu plus loin en rajoutant une petite hypothèse qui est que cette fois-ci, je suppose que les résidus sont gaussiens. Donc je vais un peu plus loin que gaussien, je dis qu'on a un vecteur gaussien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous mes epsilon i suivent une loi normale 0 sigma carré, et en plus, les epsilon i sont indépendants. Ok, donc là, je fais des hypothèses enfin, assez fortes en fait, d'accord, ici, en supposant que je connais la loi, et en plus je vais un peu plus loin que le fait qu'ils soient non orthogonaux, ce qui était en fait ce qui nous suffisait auparavant. Là, je vais supposer qu'ils soient indépendants. D'accord? Donc ça, c'est une hypothèse qu'on va faire. Je rajoute juste un petit commentaire, mais on reparlera de ce cas-là. En fait, cette hypothèse, elle peut être allégée. Okay. C'est-à-dire que si jamais j'ai beaucoup d'observations, quand n tend vers l'infini, en fait, on n'a pas forcément besoin de ça, parce qu'en fait, quand n est relativement grand, dans ces cas-là, j'ai des propriétés de type théorème central limite, loi des grands nombres et tout ça, qui me permettent de dire quand même des choses. Et en particulier, le théorème central limite me dit que même si jamais vous n'avez pas des observations gaussiennes, alors il y a plein de grandeurs qui vont s'avérer être gaussiennes quand même. Donc c'est des propriétés de normalité asymptotique. Donc si jamais j'ai beaucoup d'observations, en fait, cette hypothèse, j'en ai pas forcément besoin. En revanche, si jamais je suis à distance finie, j'en ai besoin. Alors on pourra quand même s'en affranchir. Tout simplement, on sera obligé de faire du rééchantillonnage. Okay, donc si jamais je ne veux pas avoir cette hypothèse, je pourrais quand même faire des choses, en particulier les tests, mais à condition de faire du bootstrap. Donc là, je renvoie aux capsules que j'avais faites au tout début, sur les rappels de StatMat, où je vous disais, soit on fait de la StatMat classique, en faisant en gros, quasiment tout le temps, des théorèmes asymptotiques et du développement de Taylor. C'est essentiellement ça, la StatMat. Je vous avais dit, si jamais on est à distance finie, on peut quand même utiliser des méthodes de type simulation par rééchantillonnage pour avoir des propriétés et faire des tests. Okay. Donc on en reparlera un tout petit peu. Okay. Mais pour l'instant, je vais faire cette hypothèse, donc celle que j'appelle H de Gauss. Donc je suppose que je rajoute l'hypothèse de normalité de loi normale gaussienne sur mes résidus, okay, qui va me permettre de faire pas mal de choses. Donc, on arrive à plusieurs propriétés. Alors, avant de faire des tests, on peut quand même noter quelque chose. Maintenant que j'ai fait mon hypothèse de loi normale, on pourrait faire du maximum de vraisemblance. Okay. Formellement, je pourrais me dire, je suppose que mes epsilon sont gaussiens. Dans ces cas-là, je peux écrire la vraisemblance de mes observations. Okay. Et ce qu'on peut montrer, c'est que si vous faites le maximum de vraisemblance, on va récupérer exactement la même grandeur que celle qu'on avait auparavant. Alors pourquoi? Essentiellement parce que, je vous rappelle que si jamais j'ai une loi normale, donc mes epsilon, si jamais je suppose qu'ils suivent une loi normale 0 sigma 2, okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que formellement, si jamais j'essaie d'écrire ma vraisemblance, ou plutôt ma log vraisemblance, okay, donc reprenez une log vraisemblance gaussienne, donc vous allez avoir du log du 1 sur racine de 2 pi sigma 2, ça ne m'intéresse pas trop parce qu'il n'y a pas mon bêta, et par contre je vais récupérer cette exponentielle de quelque chose au carré. Okay, donc je vais récupérer ce produit d'exponentielle, donc quand je vais passer au log, je vais tout simplement récupérer une somme, donc je vais avoir une constante, moins une somme des yi moins ce que me donne mon modèle. Donc je vais récupérer ces valeurs-là. Oups, il y a un moins, désolé. Moins bêta k xki au carré divisé par 2 sigma dessus. Okay. Donc en fait, quand je vais essayer de maximiser cette log vraisemblance, maximiser la log vraisemblance, c'est équivalent à maximiser moins cette somme, donc c'est-à-dire minimiser ce terme-là. Et ce terme-là, c'est minimiser la somme des carrés des erreurs. Okay, donc ce qu'on voit, c'est qu'on voit réapparaître notre problème de moindre carré, et ça on l'avait déjà fait. Okay, c'est qu'on peut montrer que la solution, c'est forcément x transposé x moins 1, x transposé y.
Ok, donc en fait, l'estimateur du maximum de vraisemblance de bêta, bah, c'est tout simplement l'estimateur par moindre carré. D'accord? Donc, ce qu'on observe, c'est que l'estimateur du maximum de vraisemblance correspond très exactement à B chapeau, MCO ou LS, je ne sais plus comment je l'avais appelé. D'accord? Donc, l'estimateur du maximum de vraisemblance, c'est très exactement celui qu'on avait. On peut récupérer, donc ça, c'est notre première chose. Deuxième chose, on peut s'intéresser à l'estimateur du maximum de vraisemblance de sigma carré. Dans ces cas-là, alors on a un petit souci, on a juste le fait qu'on récupère la somme des carrés des résidus divisé par n. Mais ça, c'est exactement la même chose que si jamais je vous disais, j'ai des observations yi qui suivent une loi mu sigma 2. Okay, là aussi, je vous renvoie soit au rappel de stats, soit à un cours de stats, mais si jamais j'essaie de construire mes estimateurs du maximum de vraisemblance, mu un chapeau, c'est tout simplement y bar, okay, et sigma chapeau carré, c'est 1 sur n, somme des xi moins somme des yi moins y bar au carré. En fait, si vous regardez l'estimateur du maximum de vraisemblance, dans le cas d'un échantillon gaussien tout simple, on a exactement la même chose, qui est qu'en fait, on a un estimateur qui est biaisé. Okay, donc c'est juste la même chose qui est racontée ici. Hein. Encore une fois, tous ces calculs sont faits dans n'importe quel livre de modèle de régression, donc je ne vais pas vous le refaire ici, puis c'est juste du calcul qui est un peu pénible. Ce qu'il faut juste se souvenir, c'est qu'on a exactement les mêmes propriétés que dans le cas d'un échantillon gaussien. Okay, j'ai certes un estimateur sans biais de mon paramètre de moyenne, okay, mais mon estimateur de variance, lui, va être biaisé. Donc on retombe sur des choses qui sont très très proches, on retombe sur le fait que mon estimateur, c'est bien celui par moindre carré. Par contre, cet estimateur est biaisé, donc on préférera assez souvent un sigma chapeau carré, qui est la même chose, mais au lieu de diviser par n, je divise par n-p. Okay, de la même manière que quand vous avez un échantillon gaussien classique, sans variable explicative, on va plutôt préférer du 1 sur n-1, la somme des yi moins y bar au carré. D'accord, mais c'est exactement la même chose ici. D'accord, c'est pas l'estimateur du maximum de vraisemblance, mais c'est pas très grave, au moins on a un estimateur sans. Ok. Donc voilà un petit peu les propriétés qu'on a dans le cas du vecteur gaussien, mais surtout, on va bientôt pouvoir faire plein de choses, et en particulier faire des tests. Pourquoi? Parce que là, je peux aller un tout petit peu plus loin. On récupère donc des propriétés. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les stats complètes dans le cours de StatMil, mais on peut montrer que ces deux grandeurs, bêta chapeau, c'est-à-dire à la fois en maximum de vraisemblance ou pas, au bout d'un moment, là maintenant, on commence à s'en fiche, on voit que c'est la même chose. Okay, on voit que ce qu'on faisait depuis le départ, c'est la même chose que faire du maximum de vraisemblance gaussien. D'accord. Donc en fait, cette grandeur-là, c'est une statistique complète. Okay, et on a et on sait en plus que ces grandeurs-là, donc ce qu'on nous montrait Gauss-Markov, c'était qu'on avait l'estimateur de variance minimale dans la classe des estimateurs sans biais linéaire. Okay, comme on a du maximum de vraisemblance, on sait qu'en plus, asymptotiquement, ça va être l'estimateur de variance minimale, tout simplement parmi les estimateurs sans biais. Okay, donc on récupère quelque chose de relativement intéressant. Okay, autre chose, et c'est ça qui va être intéressant, c'est la même chose que ce qu'on avait dans le modèle linéaire simple, hein, sauf que cette fois-ci, c'est des objets un peu plus compliqués. Mais on va récupérer là aussi des lois du Ki2 et des lois de Fischer, en fait, tous les trucs classiques, des lois de Stühlen, tout simplement comme on avait dans le cas en gros, de l'échantillonnage standard, où on avait juste des Y1, YN. Donc les propriétés, c'est quoi? C'est que, je vous rappelle que mon bêta chapeau, c'est un X transposé X, moins 1, X transposé Y. Okay, mais là, j'utilise le fait que mon Y, je peux l'écrire tout simplement X bêta plus epsilon. Okay, donc en fait, qu'est-ce qu'on récupère? Je suis en train de vous dire quoi? Je suis en train de vous dire que bêta chapeau, c'est tout simplement X transposé X moins 1, X transposé bêta, okay, donc X transposé X bêta, okay, plus X transposé X moins 1, X transposé epsilon. Okay, donc la première partie, elle est facile à écrire, c'est qu'en fait le terme qui est là, c'est l'inverse de celui-là. Donc en fait, ce terme, le premier terme, c'est tout simplement bêta. Okay, donc ce que je vous dis, c'est que mon bêta chapeau, c'est tout simplement bêta. Okay, mais je vais avoir quelque chose en plus, qui est tout simplement une certaine matrice multipliée par epsilon. Et ça, l'avantage, c'est qu'on sait comment ça se comporte. C'est que si jamais je vous dis que bêta chapeau, c'est bêta plus une matrice A multipliée par epsilon, okay, et que cet epsilon, on sait qu'il est gaussien,
bah, dans ces cas-là, bêta chapeau, il est forcément gaussien. Il est forcément gaussien et en plus, on a, sa valeur, sa moyenne. Sa moyenne, bah, c'est tout simplement ce terme-là. Pourquoi? Parce que mes epsilon ici sont centrés. Okay, donc j'ai un vecteur gaussien qui est centré sur bêta chapeau. Okay. Ok, je m'aperçois que j'écris depuis tout à l'heure et que ça n'apparaît pas. Je vais juste repartager mon écran et je reviens dans 2 secondes. Ok, toutes mes excuses, je reprends. Donc ce que je dis, c'est que un bêta chapeau, c'est tout simplement un x transposé x moins 1 x transposé y. Et là, je remplace ce y par x bêta plus epsilon. Ok, donc si je décompose, ben, je vais récupérer mon bêta plus x transposé x moins 1 x transposé epsilon. Ok, donc je récupère quoi? Je récupère bêta plus une matrice A multipliée par epsilon. Ok, mon epsilon, on sait qu'il est gaussien. C'est mon hypothèse H de Gauss. Ok, donc là, je vous renvoie aux propriétés sur les vecteurs gaussiens qui vous disent bah, une combinaison linéaire d'un vecteur gaussien, c'est encore un vecteur gaussien. Et donc, je vais récupérer que mon estimateur, il est centré sur un bêta. Ça vient essentiellement d'ici, puisque le terme ici, il est centré sur 0. Okay, et ma variance, bah, c'est tout simplement quelque chose qui va être du sigma 2 à transposé A. Okay, mais l'avantage, c'est que A, vu sa forme, quand je prends du A transposé A, bah, ça va s'éliminer plein de fois, il va me rester juste du x transposé x moins 1. Okay, donc, je récupère que j'ai un vecteur gaussien. Donc, mon bêta chapeau est un vecteur gaussien. Donc, ça, c'est hyper intéressant parce que je pourrais faire des tests. Okay, et le vecteur gaussien, c'est une première chose, mais ce qu'on peut montrer en plus, c'est que sigma chapeau carré, en normalisant correctement, bah, ça suit une loi du qui2. Okay, alors pourquoi c'est pas exactement une loi du qui2? Bah, parce que, alors je vais juste vous le faire avec les mains, mais un sigma chapeau un carré, ce que je vous dis, c'est que c'est du 1 sur n-p, somme pour i égale 1 à n des epsilon chapeau carré. Ces epsilon chapeau carré, en gros, ça suit des lois normales qui sont centrées, mais de variance sigma 2. D'accord? Donc, je n'ai pas exactement des sommes de carrés n01. D'accord? Il va falloir que je divise par sigma 2 pour récupérer des vecteurs gaussiens qui sont centrés. Et c'est pas non plus. Alors, j'ai pas des sommes de qui2 indépendantes, enfin de lois normales indépendantes, parce qu'en fait, mes résidus, là aussi, on en reparlera, mais ils ne sont pas exactement indépendants. C'était le fait que ce que je vous disais sur la variance de mes epsilon chapeau, ma variance de mes epsilon chapeau, c'est du sigma 2 i moins la matrice de projection, ce qui va nous donner des termes hors diagonale, donc ça va nous poser des petits soucis. Mais en fait, ça nous donne quand même une matrice dont le rang est n-p. Okay, donc c'est vraiment cette histoire de n-p, là, des degrés de liberté qui réapparaît encore. D'accord, donc en corrigeant par ce n-p et en divisant par ce sigma 2, je vais récupérer un qui2 à n-p de degré de liberté. Et j'ai en plus l'indépendance entre les deux. Donc ça, bah, je vous renvoie au cours de proba ou de stats, mais c'est quand vous avez des lois bêta et quand vous avez des lois du qui2, bah, on peut faire des tests de Student, okay, avec l'indépendance. Donc on récupère cette première propriété, qui va être celle qui nous manquait en fait pour bien comprendre ce qu'il y avait dans la sortie de régression, qui nous dit que si jamais vous avez l'hypothèse H1, et ça on l'aura toujours, parce que sinon je ne peux même pas construire mon estimateur de moindre carré, et que je rajoute mon hypothèse de normalité des résidus, alors ce qu'on peut montrer, c'est que la statistique suivante, un bêta chapeau J moins bêta J, divisé par alors si jamais je divisais, je vais peut-être vous le faire dans une petite étape préliminaire, si jamais je prenais bêta chapeau J moins bêta J divisé par sigma de bêta J, bah, l'écart type de mon estimateur bêta chapeau J, cette chose-là suivrait une loi normale N01. Okay, mais comme je ne connais pas cet écart type, je le remplace par un estimateur, d'accord, donc c'est le petit chapeau qui apparaît là, et le fait de remplacer mon sigma par un estimateur, ça a un prix. Ça a un prix tout simplement qui va me dire qu'au lieu d'avoir une loi normale N01, j'ai une loi de Student à n-p degré de liberté. Okay, donc c'est exactement ça que nous dit ce petit résultat, qui nous dit bah, si jamais vous avez rajouté l'hypothèse de normalité, dans ces cas-là, vous avez une loi de Student. Et ça, c'est intéressant parce que ça permettra de construire un test de Student. C'est que quand je ferai l'hypothèse que mon coefficient bêta-j il vaut 0, alors ces cas-là, je l'ai ma statistique de test. Je vais avoir mon TJ qui me dit, ben, on va prendre bêta chapeau j divisé par l'écart type de mon estimateur, ou plutôt l'écart type estimé de mon estimateur, et ça doit suivre une loi de Student. Okay, donc c'est ça qu'on essaie de faire ici. Une autre propriété qui peut être intéressante,
alors qui est un petit peu plus compliqué à écrire, mais supposons que j'ai une matrice quelconque. Donc supposons que je prenne une matrice en R, d'accord, de taille P fois QP, d'accord, donc avec Q' et P étant la dimension de mon espace B, d'accord, dans le sens où finalement la matrice R bêta, elle existe. Ok, donc ma matrice R, elle est taille Q, P, et mon vecteur bêta, c'est un vecteur de taille P. Okay, donc ce R bêta, il existe. Okay, et techniquement, c'est ce qu'on va appeler ce qu'on fera quand on fera des tests de contrainte. D'accord, donc quand je me demanderai est-ce que R bêta chapeau est égal à quelque chose, est-ce que R de bêta est égal à quelque chose, on utilisera ça. Donc si jamais je me donne une certaine matrice, ce qu'on peut montrer, c'est que la forme suivante, donc qui en gros va contenir du R bêta chapeau moins bêta, à gauche et à droite, d'accord. Donc le R chapeau, de R de bêta chapeau moins bêta, j'ai envie de prendre sa norme, quelque part, d'accord, mais je vais corriger ça tout simplement par sa variance, et son terme de variance, bah, c'est le terme qui se trouve au milieu. Okay, donc ici, on voit apparaître, si jamais je l'écris, hein, encore une fois, je suis désolé de vous mettre des gros mots, mais hein, si jamais j'essaie d'écrire les choses de la manière suivante, donc ici, je vais avoir la norme de bêta chapeau moins bêta au carré divisé par, quelque part, la variance de cette chose-là. Okay, donc on obtient très exactement cette écriture-là. Okay, bah, cette grandeur-là, ce qu'on peut montrer, alors en corrigeant là encore par des degrés de liberté, puis par le fait que je ne connaissais pas mon sigma, parce qu'en fait ici, on voit apparaître quelque chose qui va être fonction de mon sigma en fait, d'accord. Encore une fois, parce que la variance de mon bêta chapeau, bah, c'est du sigma 2 x transposé x moins 1, donc on voit apparaître le terme du milieu, il nous manque juste le sigma qui était un peu caché. Okay, on va récupérer une loi de Fischer à q n-p degrés de liberté. Okay, donc ça, c'est une petite propriété qu'on exploitera par la suite, en particulier quand on fera des tests dans des modèles un peu imbriqués ou un peu compliqués avec des contraintes. C'est cette propriété, mais qui est juste fondamentalement une propriété de normalité sur des vecteurs gaussiens. Pourquoi? Parce que mon bêta chapeau, moins bêta, encore une fois, ça suit une loi normale qui est centrée sur 0 et qui est pour variance sigma 2 x transposé x moins 1. Okay, donc j'utilise juste des propriétés du vecteur gaussien, je corrige tout simplement par des petits bricolages, quoi. D'accord, donc c'est vraiment ça qu'on utilise ici. Ok, donc ce que je vous disais, c'était que bah, mon hypothèse H2 H de Gauss me permet d'avoir cette propriété de loi de Student. Okay, donc ça me permet de faire un test, et c'est ce qui est proposé ici en fait. Donc le test qui est proposé là, c'est celui dont je vous parlais à l'instant, qui consiste à dire je vais tester l'hypothèse H0. Enfin, je vais faire 4 tests ici. Le premier test, c'est est-ce que bêta 0 est égal à 0. Okay, bah dans ces cas-là, on sait qu'il suffit de prendre bêta chapeau 0 sur l'écart type estimé de bêta chapeau 0. Okay, donc je prends tout simplement la grandeur qui se trouve là, 6295, et je la divise par 1884. Okay, donc quand je divise ces deux grandeurs-là, bah, ça vous donne très exactement ce 3.34. Okay, donc en fait, je récupère mes 4 valeurs qui correspondent à chaque fois à un test qui est est-ce que bêta j est égal à 0. Donc pour tous les j, je me demande est-ce que mes bêta j sont égaux à 0. Donc ça, c'est mes tests de Student. Okay, première chose. Deuxième chose, désolé, j'efface tout. On nous donne de l'information sur ce test. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière se cache un test bilatéral. C'est que je fais le test de est-ce que bêta j est égal à 0 contre l'hypothèse alternative qui est que bêta j n'est pas égal à 0. Et ça, c'est un test bilatéral dans le sens où je regarde ma statistique de test. Donc, ma statistique de test, elle va suivre une belle loi de Student. Okay. Si jamais ma statistique de test elle est proche de 0, bah, je suis content. Okay. Donc si jamais je suis proche de ces valeurs-là, j'ai envie d'accepter mon hypothèse H0, d'accord. Si jamais bêta chapeau J est proche de bêta J en tenant compte de l'écart type, c'est-à-dire, donc encore une fois, si je suis proche de 0, ça veut dire que bêta chapeau J est proche de 0. D'accord. Donc si jamais je suis là, je vais être content. Alors comment est-ce qu'on construit notre test de manière rigoureuse? Bah, c'est simple. On va regarder la p-value. La p-value, comment je l'obtiens? Bah, vous prenez votre statistique de test. Par exemple, ici, j'étais sur le 3.34. D'accord. Donc vous prenez votre statistique observée, ou plutôt sa valeur absolue. Vous avez de l'autre côté moins la valeur absolue de vos statistiques de test. Et la p-value, c'est tout simplement la probabilité pour que vous le dépassiez soit à gauche, soit à droite. D'accord. Donc on va s'intéresser aux deux R qui sont là. Et ces deux R qui sont là, c'est la p-value, donc c'est la probabilité pour que
une statistique de student dépasse la valeur observée en valeur absolue. Ok. Donc ça, c'est ce qui est calculé dans cette troisième colonne. Ok. Donc la colonne qui vous donne les p-values correspond très exactement à ce test de student. Ok. Et petite aide technique, donc désolé, je vais encore effacer un petit peu. On va s'aider un tout petit peu pour lire ces tests en se souvenant que si jamais ma p-value elle est toute petite, ça veut dire que ma statistique de test a été très très grande. Okay. Au contraire, si jamais, alors je vais vous faire ça sur un dessin, mais si jamais ma p-value elle était très très grande, donc en proche de 1, dans ces cas-là, je serais plutôt par ici. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci, je suis proche de 0. Donc si jamais vous avez une p-value qui est grande, dans ces cas-là, on va plutôt accepter H0. Donc H0 peut avoir du sens. Okay. Au contraire, si jamais la p-value est petite, dans ces cas-là, on va rejeter H0. Rejeter H0, ça veut dire que le coefficient est non nul, donc ça veut dire qu'il a du sens. Okay. Donc, on va regarder ces valeurs qui se trouvent ici, les p-values. Okay. Donc, on va commencer par la première. La première, elle est à presque 0,01, d'accord. Donc, elle est plus petite qu'une chance sur 1000. Okay. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes statistiques de test, elles sont très grandes. Ça veut dire que je suis très loin de 0. D'accord. Donc, ça veut dire que mon coefficient est significatif. Et la significativité, on va la voir à droite. Okay, la significativité, je l'ai avec ces étoiles. Donc les étoiles ici, alors je suis désolé, si jamais vous faites la régression vous-même, vous verrez une sortie en dessous qui vous explique que ces 3 étoiles veut dire que la p-value est plus petite qu'une chance sur 1000. Donc 13 étoiles veut dire bêta 0 est sûrement différent de 0. Je vais supprimer mon. Encore une fois, on fait un test. Bêta 0 est a priori différent de 0. Okay. Si jamais je prends le deuxième coefficient, j'ai quelque chose d'un petit peu différent, j'obtiens 0,35 comme p-value. 0,35, c'est quand même assez grand, d'accord? Donc dans le sens où ma p-value, elle est sûrement quelque part ici. Okay. Donc en fait, j'aurais plutôt envie d'accepter l'hypothèse que mon coefficient ne sert à rien. Donc ça veut dire que bêta 1, je pourrais accepter qu'il soit égal à 0. Donc ce que ça veut dire, et j'obtiens le fait qu'il n'y ait aucune étoile ici. D'accord? Ici, c'est vide. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année de construction, peut-être qu'en fait, elle ne sert à rien. Okay. Donc manifestement, ce que ça vous dit, c'est qu'une fois que vous avez mis dans votre régression la constante, la surface et le nombre de chambres, en fait, l'année de construction ne vous apprend pas grand-chose et n'aura probablement pas d'impact sur le prix de votre logement. Okay. C'est ça que nous dit cette hypothèse. L'hypothèse me dit, l'hypothèse que je faisais, c'était mon coefficient ne sert à rien. Okay. Mon coefficient qui est devant mon année de construction peut être égal à 0, et j'accepte cette hypothèse-là. Okay. Ça a du sens de supposer qu'il est égal à 0, donc ça veut dire que ma variable d'âge de construction n'aura pas d'influence. Okay. Encore une fois, 0 fois n'importe quoi, ça fait toujours 0. Okay. Au contraire, la surface, alors, je suis désolé, j'ai besoin de pas mal de couleurs, mais je vais revenir sur du jaune. La p-value, elle est à 10-9, donc là, on est largement significatif. Okay, j'ai 3 étoiles. Okay. Dans ces cas-là, ça veut dire que oui, la surface, elle a beaucoup d'influence. Okay. Alors, ça dit en passant, la surface, elle est négative. Okay, donc ça veut dire que plus votre surface est grande, plus le prix du logement va être faible. Mais encore une fois, on est sur des prix à logement par mètre carré. Donc là, on retrouve le fait que les logements petits sont généralement plus chers par unité de surface, en mètre carré, en pied carré. Mais quand vous commencez à augmenter la taille du logement, dans ces cas-là, le prix par unité de surface va diminuer en fonction de la surface. Okay, c'est ce que ça nous dit et c'est significativement décroissant. Okay, c'est ce qu'on observe ici. Et la chambre, le nombre de chambres, ça semblerait être une variable aussi qui intervienne. Okay, j'ai une p-value à peu près à 5%, donc on est un peu dans la zone de détermination, mais j'aurais envie de dire que ça pourrait être considéré comme étant acceptable. Alors, c'est ce qui est souligné par ce point ici. Donc, ce n'est pas exactement des étoiles, c'est un point, c'est-à-dire qu'on est entre 5% et 10%. Moi, j'aurais envie de dire qu'on peut la garder. D'accord, elle peut avoir du sens, et donc c'est ce qu'on obtient. Ok, donc là, on a quasiment fait tous nos tests. Alors, il nous restera le dernier, d'accord, qui est la statistique F. Je ne l'ai pas mise en bleu parce que, encore une fois, je ne vous ai pas encore clairement expliqué d'où elle venait. Mais pour le moment, ce qu'on a, c'est la partie de fin qui est conçue à partir de ce test de student, d'accord, qu'on va exploiter abondamment par la suite. D'accord, donc ça, c'est ce qu'on appelle un test de significativité, et c'est quelque chose de très, très, très important quand on fait une régression. Alors, au-delà de la significativité, on peut faire des intervalles de confiance, donc ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant, tout simplement en notant que je peux construire un intervalle de confiance de niveau alpha, okay, tout simplement en disant que c'est centré sur la valeur estimée, et puis je vais prendre des quantiles de niveau approprié, d'accord.
Donc ça va être les quantiles associés à mes lois de student. Ok, donc techniquement, je vais prendre le quantile par exemple à 2,5% et à 97,5% pour qu'on soit en intervalle de confiance à 95%. Et je vais les multiplier par mon sigma chapeau carré. Par mon sigma chapeau, pardon. D'accord, donc je multiplie par l'écart type. Ok, donc à peu près, si jamais j'ai pas mal d'observations, on récupère qu'on a un intervalle de confiance de la forme bêta chapeau J plus ou moins 2 fois l'écart type. Okay, donc je mets 2 pour 1,96 si jamais n est très très grand, parce qu'encore une fois, si n dépasse 100, les quantiles de ma loi de Student coïncident avec les quantiles gaussiens. Okay. Si jamais j'ai un peu moins, peut-être de mémoire, si jamais j'ai l'ordre d'une trentaine d'observations, dans ces cas-là, c'est plus 1,96, mais plutôt 2. Okay. Et si jamais j'ai que 3 observations, dans ces cas-là, je suis plus grand que 2, mais encore une fois, quand vous avez 3 observations, je vous déconseille de faire un modèle de régression. Okay. Donc je récupère un intervalle de confiance pour mon coefficient. Je peux aussi en avoir un pour mon sigma chapeau. Généralement, on ne le fait pas, mais on est capable de le faire. Okay. Donc cet intervalle de confiance, il est donné par une fonction très simple en R, qui est cette fonction conf_int, confidence interval, sont mon objet de régression. Okay. Et donc il me dit, en particulier on le voit sur l'année de construction, que mon intervalle de confiance pour le coefficient bêta 1, il est de la forme moins 2,76, 1. Donc il contient 0, pardon. Okay. Et donc on va dire que on pourrait accepter l'hypothèse que ce coefficient vaut 0, okay, contrairement aux autres. Okay. Alors, effectivement, pour le nombre de chambres, il contient 0, mais on est quand même très 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 au bord. Okay. Moins 166,5, on pourrait admettre qu'éventuellement, il n'y a pas de 0. En tout cas, si jamais je devais faire des prévisions, je garderais peut-être dans un premier temps ce nombre de chambres. Okay. Donc l'intervalle de confiance, c'est ça. Je peux faire des intervalles de confiance aussi sur un objet un peu plus compliqué, d'accord, donc qui serait basé sur les RJ, d'accord. Alors, je vais prendre on va utiliser la propriété dont on avait parlé tantôt, qui était la propriété sur quand je travaillais sur du R, en gros, je travaillais sur R bêta chapeau moins bêta. Okay, donc, on avait vu qu'en transformant cette chose-là, on pouvait obtenir une loi du qui 2. Donc, en fait, je prends une matrice qui est très particulière, qui est la matrice dans laquelle je vais avoir mes bêta J, en fait, je mettrai des zéros partout, et puis un 1 quand j'ai la grandeur qui m'intéresse. Okay. Donc, sur la ligne J, par exemple. Donc, supposons que je vais tester est-ce que bêta 1 est égal à bêta 2 est égal à 0. Dans ces cas-là, je vais me définir une matrice R qui sera tout simplement une matrice avec deux lignes. Okay. Donc, je vais avoir 1, 0, puis plein de zéros. Et des zéros, j'en aurai K. Okay. Pardon, c'était bêta 1, donc il y a un 0 avant. Okay. Puis l'autre, ça sera 0, 0, 1, puis après que des zéros. Okay. Donc ça me permet de tester tout simplement est-ce que j'ai cette chose-là. Et de manière générale, je peux mettre toutes sortes de contraintes. Donc je pourrais me demander si plusieurs coefficients sont nuls en même temps. Okay. Encore une fois, je vous laisse tranquillement lire les slides. D'accord, je vais détailler un petit peu vite. Mais ça permet de faire ce qu'on appelle un test multiple, pour lesquels je peux tester plusieurs coefficients en même temps. Et ce qu'on va utiliser, c'est cette statistique-là, okay, qui consiste en particulier, si je veux savoir si mes coefficients valent 0, dans ces cas-là, je vais remplacer ici par des zéros. Okay, donc je calcule cette statistique-là, et ce qu'on sait, c'est que si jamais H0 était vrai, donc si effectivement ces coefficients étaient nuls, on devrait avoir une mode Fisher. Donc cet objet-là, c'est ce qu'on va appeler un test de Fisher, sur lequel je reviendrai plus tôt quand je vous présenterai les modèles imbriqués, et en particulier les tests de significativité, mais c'est ça qui va se cacher derrière. Okay. Donc ça permet de construire des intervalles de confiance, en particulier des intervalles de confiance bivariés. Okay, donc supposons que je vais construire un intervalle de confiance sur la paire bêta 1, bêta 2. Okay, donc ce que me disait la première construction, c'est de dire si jamais je fais des tests, enfin des constructions individuelles, je vais dire que donc je vais mettre ici mon bêta 1 et ici mon bêta 2. Okay, j'avais construit des intervalles de confiance en disant je vais construire l'intervalle de confiance ici pour mon bêta 1. Okay, donc mon bêta 1 devait être compris entre ces deux valeurs. Et mon bêta 2, il doit être compris peut-être entre ces deux valeurs. Okay, donc j'avais construit ces intervalles de confiance pour les deux. Et donc on aurait presque envie de dire que l'intervalle de confiance croisé va être tout simplement l'air qui se trouve, enfin le rectangle qui va se trouver là. Alors, cette histoire d'intervalle de confiance bivarié et de région de confiance rectangulaire, ça ne marche pas trop parce qu'en fait, quand on a un vecteur gaussien, les intervalles de confiance ne sont pas du tout des rectangles, mais ça va être plutôt au contraire des ellipses. Donc en fait, si jamais je veux construire une région de confiance pour bêta 1, bêta 2, donc ici, encore une fois, je vous rappelle que j'étais centré sur mon bêta chapeau 1 et mon bêta chapeau 2.
Bah, en fait, ce que je peux montrer, c'est que la région de confiance, ça sera plutôt une ellipse de confiance. Et donc, je vous dirais qu'il y a 95 chances sur 100 pour que je sois contraint dans cette euh, ellipse. Ok. Donc, on va plutôt utiliser l'ellipse que les rectangles, et je vous le justifierai quand je vous ferai des simulations, parce qu'encore une fois, quand on parle d'incertitude, on peut toujours la quantifier avec des simulations. Et ce que je vais vous faire, c'est si jamais je m'amuse à bootstrapper, donc si jamais je m'amuse à créer plein d'échantillons et à récupérer plein d'estimateurs pour mes coefficients, ce qu'on va montrer, c'est qu'effectivement, les points, ils vont être dans des ellipses. Ok. Donc, ça aura plus de sens de regarder des intervalles de confiance ellipsoïdaux et ellipsoïdaux. Ok. Donc, on va plutôt avoir des régions de confiance de type elliptique. Ok. Et a priori, on arrive sur les derniers points sur lesquels je vais arriver, c'est que je peux aussi récupérer des intervalles de confiance sur toutes sortes de choses. C'est que j'avais des intervalles de confiance sur mon bêta chapeau, j'avais des propriétés de normalité de mon bêta chapeau, mais dans ces cas-là, ça va me donner une normalité pour ma prévision. Ok. Simplement parce que je vous dis que, je vais l'effacer forcément en écrivant dessus, mais je vous dis que YN plus un chapeau, c'est une combinaison linéaire de mes bêta chapeaux. Et ça, c'est une propriété des vecteurs gaussiens. Quand vous avez un vecteur gaussien, toute combinaison linéaire est encore une normale. D'accord. Donc en fait, je pourrais récupérer une propriété d'intervalle de confiance. Alors, je mets des guillemets parce que sous R, c'est un peu tordu à construire. Encore une fois, il y a deux sortes d'incertitudes sur notre prévision. Okay. Et si jamais je veux construire mon intervalle de confiance de prévision, au sens où on l'avait compris, on l'avait construit, en tout cas, on avait discuté la variance dans les slides précédents, dans la capsule précédente. On va être centré sur la valeur qu'on prédit, plus ou moins 2 fois, qui va de manière générale se remplacer par le quantile de Malone de Student, multiplié par l'écart type de prévision. Et là, je récupère tout simplement le fait qu'on avait montré que la variance de Y, un chapeau N plus 1, on savait le calculer. Okay, on voyait intervenir du sigma carré, on avait du 1 plus le terme qui se trouve là. D'accord. Donc c'est ça qu'on va utiliser, et c'est en fait ça qui est donné sous R. Donc, si je vous voulais récupérer, donc c'est ce qu'on appelle intervalle égale prediction. Okay, donc qui va me donner cet intervalle de confiance de ma prédiction. Donc il me dit que si jamais, alors encore une fois, il faut que je fasse mes prévisions pour un individu qui arrive, donc je lui donne un xn plus 1, donc il me faut cette grandeur-là. Donc comment j'ai besoin de construire mon modèle? Ma constante, il n'y a pas besoin. Ma constante, c'est 1, donc il n'y a pas besoin de lui donner sa valeur. J'ai mon année de construction, donc j'ai pris un logement construit en 1992. J'ai dit que j'avais une surface de 80 mètres carrés, et j'ai dit que j'avais 3 chambres. Okay, donc ce que je veux, ce n'est pas juste une prévision. Ma prévision, elle sera à 3 544 € par mètre carré, okay, en prix de vente. Mais je peux récupérer les intervalles de confiance, et mon intervalle de confiance me dit qu'il y a 95 chances sur 100 d'être compris entre 2000 et 5000. Okay, donc c'est très exactement ce qui est renvoyé ici, et si vous voulez, vous pouvez vérifier, tout simplement parce que je peux récupérer, donc ici j'ai construit mon X, donc mon X il est construit à la main ici, 1, 1992, 83, okay, donc ça c'est la valeur de mon xn plus 1. Okay, donc c'est ma nouvelle observation. Je vais faire une prévision pour un logement de 1992, 80 mètres carrés, 3 pièces. Okay. Si je récupère ma prévision, c'est tout simplement la grandeur qui se trouve là. D'accord. Donc la grandeur qui se trouve là, c'est cette transposée de x multipliée par mes coefficients. Okay. Donc c'est bien ce xn plus 1 transposé bêta chapeau. D'accord, qui me donne bien ce 3544. Okay. Et après, je peux récupérer ma région de confiance, tout simplement en prenant ma prévision, plus mon quantile de ma loi normale à N-4 degrés de liberté. Donc techniquement, ça doit donner à peu près du plus ou moins 1,96. Essentiellement parce que j'ai 1000 logements, je crois. Donc 1000 moins 4, ça me fait du 996, donc pas de souci. Le quantile d'une loi de Student à 996 degrés de liberté, c'est bien 1,96. Okay. Et après, je récupère mon écart type que j'avais calculé tantôt. D'accord. Donc c'est la forme qui est donnée là-dessus. Puis je récupère bien mon 2000 et mon 5000. Okay. Donc voilà comment on construit tous nos intervalles de confiance. Et tout ça, encore une fois, intervalle de confiance, ça se construit parce que je connais ma distribution. Okay. Donc je sais où je me trouve dans 95% des cas, et je l'ai parce que essentiellement, j'ai ma normalité de mes bêta chapeaux, okay, qui découle de la propriété de H de Gauss qui me dit que mes résidus sont gaussiens. Okay. Alors, à partir de là, on va pouvoir discuter un tout petit peu des notions de modèle imbriqué. Okay. Je peux faire des tests d'imbrication. Alors, je vais supposer que je me demande, est-ce que je garde mon modèle avec 8 variables explicatives, ou est-ce que je peux supposer, par exemple, que les 4 premières composantes soient égales à 0. Okay. Tester si jamais les 4 premières composantes sont égales à 0, ce n'est pas la même chose que de se demander est-ce que toutes sont égales à 0. Okay. Si je vous le fais juste en dimension 2, j'ai
j'ai éventuellement ici bêta 1, ici j'ai bêta 2. Okay, dans un premier temps, je me demande est-ce que cette grandeur-là vaut 0? Okay, donc, est-ce que la distance qui est là, elle est significativement différente de 0? Donc ça, c'est le test de student. Okay. Est-ce que bêta 1 est égal à 0? Je peux faire un autre test de student pour dire est-ce que bêta 2 est égal à 0? Et là aussi, c'est du student, c'est est-ce que bêta 2 est égal à 0? Là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que bêta 1 et bêta 2 sont égaux à 0? Donc, on voit apparaître quelque chose qui est en fait la distance qui se trouve là. Okay, naturellement, c'est ça qu'on devrait se demander. Si jamais je me demande est-ce que les deux valent 0, c'est tout simplement est-ce que la norme de bêta 1, bêta 2 est à peu près égale à 0. Okay, donc, on voit apparaître quelque chose qui serait tout simplement, je vais faire la somme des carrés des résidus. Okay, pardon, la somme des carrés donc bêta 1 carré plus bêta 2 carré. Okay, mais ça, on l'a presque vu apparaître tranquillement. C'était ce qu'on faisait en fait dans mon histoire de modèle avec contrainte. Dans mon modèle avec contrainte, ce qu'on voit apparaître, si vous regardez tranquillement la norme de un R bêta, en fait, ça va faire apparaître tout simplement du bêta 1 carré plus bêta 2 carré. D'accord? Donc, c'est ça qu'on essaye d'avoir. Et alors, la norme, en fait, techniquement, je n'utilise pas la norme euclidienne. Pourquoi? Parce que si jamais j'ai une unité en bêta 1 qui est beaucoup plus grande, je suis obligé de normer. Donc, c'est la norme de Mahalanobis. Donc, je divise par la variance. Okay, donc, c'est très exactement le test de Fisher dont je vous parlais tantôt. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est très simple. Donc, supposons que je me demande, je vais le formaliser maintenant. Donc, je me demande, est-ce que mes Q composantes sont égales à 0? Donc, ça revient à dire, toutes mes composantes, le vrai modèle, ce serait celui-là. Okay, donc, XQ, c'est la matrice dans laquelle je m'intéresse uniquement. Donc, XQ, c'est juste les vecteurs pour lesquels je me pose la question de savoir si jamais ils valent 0. Okay. XQ complémentaire, c'est les autres. Okay. Donc, je me demande, en gros, est-ce que mon vecteur bêta Q vaut 0? Okay. Donc, si jamais je décompose, encore une fois, pensez à des matrices par bloc, d'accord? Quand j'écris mon modèle contraint, c'est-à-dire supposons que mon bêta Q vale 0, c'est l'hypothèse que j'essaie de tester, dans ces cas-là, ça veut juste dire que si jamais mes composantes appartiennent à l'ensemble Q, dans ces cas-là, je vais mettre des 0. Et si jamais je n'appartiens pas à l'ensemble Q, donc quand je suis dans le complémentaire, dans ces cas-là, je vais avoir mon bêta J, si jamais J appartient au complémentaire de Q. Okay, donc je vais récupérer ce modèle-là, qui est ce qu'on appelle le modèle contraint. Okay, donc je me demande, tout simplement, est-ce que cette hypothèse-là est vraie? D'accord, donc ça, c'est un test multiple qui correspond au test de mon vecteur de bêta Q est égal à 0. Okay, ce qui revient à supposer qu'on a ce modèle contraint. D'accord, si jamais je veux tester cette hypothèse que mon bêta Q est égal à 0, alors je peux construire la statistique de test suivante, qui est la statistique de Fisher, qui consiste à dire que je vais prendre les prévisions que j'obtiendrai. Alors mon Y, chapeau 0, c'est ce que j'obtiendrai sous mon modèle H0, c'est-à-dire le modèle contraint. Donc en gros, je vais estimer ce modèle contraint. Je vais récupérer les prévisions. Okay, ce que vous dites, c'est que si les prévisions que vous obtenez en régression uniquement sur les variables dans le complémentaire de Q et ce que vous avez obtenu en mettant toutes vos variables n'est pas très éloigné. Donc, si cette valeur-là est proche de 0, dans ces cas-là, vous allez accepter l'hypothèse que vos coefficients bêta Q peuvent valoir 0. Quoi. Si je mets votre prévision en régressant sur les variables 5, 6, 7, 8, c'est la même que celle en régression sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est sûrement que les variables 1, 2, 3, 4, elles ne servent à rien. Okay, donc, c'est vraiment ça qu'on essaie de tester. Et donc, on va tout simplement introduire la différence entre ce que me donne mon modèle contraint et ce que me donne mon modèle non contraint. Donc, je regarde la différence entre les deux prévisions. Okay, et je vais tout simplement les normer. Je les norme par quoi? Je les norme par la première partie qui est la partie du dessous. Donc, ça, c'est le mieux que je puisse faire. Supposons que j'ai un modèle parfait versus ce que j'avais prédit. Okay, donc, je ne pourrais pas faire mieux que ça. Et puis après, je corrige par mes degrés de liberté. Et donc, on obtient notre loi de Fisher. D'accord? Donc tout ça, encore une fois, c'est ce qu'on appelle de l'analyse de la variance. Okay, je me demande simplement, est-ce que la variance, mon gain de variance, quelque part, compense largement, est largement compensé, quoi. Est-ce que la variance que j'ai sur mon modèle avec 50 variables explicatives, c'est la même chose que celle que j'avais sur juste les 4 ou 5 meilleures variables explicatives, ce qui vous permet de dire, mais tout le reste ne sert à rien. Okay, donc ça, c'est un test multiple. D'accord, donc je teste le fait que plein de composantes puissent être nulles en même temps, versus le fait qu'il y en a au moins un qui soit non nul. Okay, donc ça, c'est notre test de student. Donc c'est celui qui est fait Swear. Alors Swear, le modèle est très très simple. Je me pose tout simplement la question de est-ce que tout ne sert à rien?
D'accord? Donc c'était ce qui apparaissait, pardon, c'était ce qui apparaissait dans la sortie en bas, qui se trouve, désolé, qui se trouve ici. Donc le test qui est fait là, c'est juste est-ce que toutes mes composantes, sauf la constante, sont égales à 0 en même temps. Okay, donc on voit que non, euh, il y a au moins une des variables qui est non nulle, okay, mais sans s'en douter parce qu'on voit juste là, sur la surface, on est déjà largement significatif. Okay, donc la p-value, elle est incroyablement faible, mais effectivement, là ce qu'on se demande, c'est est-ce que toutes les variables bêta 1, bêta 2 et bêta 3 sont égales à 0 en même temps. Okay, donc ça, c'est le test qui a été proposé tout à l'heure. Alors je vous en présente un juste ici, désolé. Donc je peux faire ce test de est-ce que ma combinaison linéaire vaut quelque chose. Okay, donc ça pourrait être est-ce que deux coefficients par exemple sont égaux, okay, ou est-ce que un est le double de l'autre, voilà, ce genre de choses. Donc ça dépend du contexte, encore une fois. Donc voilà, je vous présente la théorie générale, on verra comment est-ce qu'on l'applique par la suite dans différents cas. Et je supposais que j'ai quelque chose, okay, et je vais faire mes tests, d'accord. Donc si jamais je veux faire ce test-là, est-ce que R bêta est égal à R0? Donc R0 est une contrainte en dimension Q. Dans ces cas-là, ma statistique de test va s'écrire tout simplement comme ça. Et je peux construire mon test. Alors la sortie va se lire comme une ANOVA, comme une analyse de la variance. Donc là, ici, je vous ai fait un modèle un peu particulier. C'est que sur ma base de données Davis, j'avais une information qui était le poids déclaré. Okay, donc dans un cas, je vous demande est-ce que le poids, oméga i, il est de la forme bêta 0 plus bêta 1 W déclaré I. Okay, donc ça, c'est le modèle que j'avais construit à la base. D'accord. La question que je me pose, elle est très simple, c'est est-ce que ce modèle, il est équivalent à juste dire que le poids qu'on observe, c'est le poids déclaré plus du bruit. D'accord. Donc ça, c'est la question que je me pose. Ça revient à dire quoi? Est-ce que, déjà, j'ai un modèle linéaire, donc est-ce que bêta 0 est égal à 0? Et est-ce que bêta 1 est égal à 1? Okay, donc tester ces deux hypothèses-là, c'est ce qu'on appelle un test multiple, parce que je teste deux choses en même temps. Okay, donc j'écris ma matrice R bêta. Donc R bêta est égal à quoi? Ben, R bêta, c'est tout simplement une matrice ici qui va valoir 1, 0, 0, 1. Okay, et donc multiplié par bêta. Et ça sera égal à R0 qui vaut quoi? Ben, le premier, ce sera 1 et le deuxième, ce sera 0. Okay, donc ma première matrice qui apparaît ici, c'est celle-là, c'est diag de 2. Donc je fais la matrice diagonale avec deux termes, c'est-à-dire que les 1 sur la diagonale, puis 0, 0, en dehors. Mon vecteur R0 qui se trouve ici, c'est celui-là, c'est bien 0, 1. Okay, je me demande, dans mon modèle de régression reg, qui est ce modèle de régression, est-ce que l'hypothèse R bêta égale 0 est vérifiée ou pas? Okay, dans ces cas-là, c'est exactement ce qui est fait ici. Donc, il vous définit ce qu'on appelle le modèle restreint. Donc, le modèle restreint, c'est tout simplement, je teste le modèle WI est égal à W déclaré I plus epsilon I. Donc ça, c'est mon modèle, contraint, okay, modèle restreint. L'autre, bah, c'est le modèle général. Une constante plus bêta 1 fois mon poids déclaré. Okay. Puis je m'amuse à calculer dans mon modèle 1, dans mon modèle 1 et dans mon modèle 2, les sommes des carrés des résidus. Okay. Donc ma statistique de test F, elle est là. Okay. Ma statistique de test, encore une fois, je vous l'avais donnée juste avant. Désolé, je vais revenir en arrière. C'est la forme qui va se trouver ici. Okay, donc je regarde la somme des carrés des résidus, tout simplement, divisé par la somme des carrés totaux. Donc je vais diviser par ce 916, et je vais corriger par mes degrés de liberté. Donc là, on voit que ça me donne ma statistique de test F. Okay, on se demande quelle est la probabilité de dépasser F. Donc la probabilité de dépasser F, elle est à 3 pour 1000. Okay, donc 3 pour 1000 me place entre 1 pour 1000 et 1%. Donc on a 2 étoiles. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai tendance à rejeter mon hypothèse. Okay, donc manifestement, le poids que j'observe, ce n'est pas le poids prédit avec un bruit. Okay, il y a manifestement un petit quelque chose qui se cache derrière. Donc en fait, le premier modèle est meilleur que ce modèle un peu simpliste. Okay, donc j'ai tendance ici à rejeter mon hypothèse que mes deux coefficients valent respectivement 0 et 1 en même temps. Okay, c'est ça les tests multiples, c'est de se demander est-ce que collectivement on a au moins deux contraintes qui sont à satisfaire. D'accord? Alors,
pour aller un tout petit peu plus loin, donc je vais rajouter une petite composante en particulier, enfin, je vais plutôt changer un petit quelque chose, un qui sera ce que je vais appeler ma propriété de théorème central limite, OK, qui va me permettre de m'affranchir de mon hypothèse de normalité. C'est que mon hypothèse de normalité, en fait, ce que je vous disais, c'est que j'en ai peut-être pas besoin quand n est grand. Quand n est grand, je pourrais me limiter à mon hypothèse H2. OK. Comment est-ce que je remplace mon hypothèse comment je traduis mon hypothèse n grand? Bah, n grand, c'était ce qui était caché dans H3, donc je vais être obligé de changer mon hypothèse H3. OK. Je vais supposer que j'ai toujours ma convergence vers Q, mais je vais supposer un petit résultat en plus qui est que la grandeur maximale que j'ai dans ma matrice de projection, donc ce qui va se noter Hn, essentiellement parce que ma matrice de projection se note habituellement H, okay, la Hat matrix. Ce que je dis, c'est que le maximum des termes que je vais trouver dans ma matrice de projection va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Okay. Encore une fois, ma matrice de projection, c'est quoi? C'est x, x transposé x moins 1, x transposé. D'accord? Donc on voit qu'on a une certaine forme d'homogénéité, d'accord, dans cette matrice, d'accord. Donc pardon, il y a un transposé ici. Donc ce qu'on demande juste, c'est que le maximum de ces termes tendent vers 0 quand n tend vers l'infini, essentiellement parce que cette matrice va contenir de plus en plus de termes, d'accord. Donc cette matrice, elle est toujours de taille, pardon, elle est de taille, je vous l'écrire proprement, elle est de taille nn, d'accord. Donc la taille de ma matrice va augmenter, ok. Et quelque part, la forme des termes qui se cachent dedans, on a l'impression que c'est à peu près homogène. Pourquoi? Parce que si jamais je pouvais descendre au dénominateur, on voit qu'on aurait du x transposé au dénominateur, puis du x transposé x en haut. Donc on voit qu'on a quelque chose qui semblerait être à peu près homogène. Sauf que ma matrice, elle augmente, donc ça veut dire quelque part que mes termes dedans vont diminuer. D'accord? Donc on verra ça plus proprement, je pense, quand on parlera du rang et de la trace de ces matrices. Okay. Mais voilà, c'est une hypothèse qui ne semble pas très forte, mais en fait, c'est ça qu'on va pouvoir dire, c'est ça qu'on va pouvoir exploiter, c'est que si jamais je suppose que j'ai ça, alors on aura pas mal de résultats. Okay. Donc le résultat auquel on arrive, donc je vous rappelle qu'on avait le résultat suivant qui nous disait, si jamais on avait H1 et si jamais on avait H2 Gauss, alors ce qu'on disait, c'était que bêta chapeau était gaussien. Okay. Donc on avait notre loi normale. Là, ce que ça nous dit, c'est juste, si jamais j'ai assez d'observations, donc c'est l'hypothèse que j'ai un n qui tend vers l'infini. Donc mon hypothèse H2, je n'ai pas besoin de la complexifier. Par contre, je vais juste rajouter cette petite hypothèse sur ma propriété H3. Là, ça me dit que bêta chapeau moins bêta ne sera peut-être pas gaussien, mais sera asymptotiquement gaussien. Donc ça, c'est intéressant, ça vous dit juste, si jamais vous avez assez d'observations, ben en fait, votre normalité, vous l'avez, en tout cas, vous l'avez presque. Okay, votre estimateur bêta chapeau, il est presque gaussien. Donc ce que ça vous dit, c'est que la sortie de la régression que j'avais tantôt, soit je l'ai à distance finie, mais dans ces cas, j'ai besoin de supposer que mes résidus sont gaussiens, donc il y a un moment, il faudra vérifier que les résidus sont gaussiens. Par contre, si jamais j'ai assez d'observations, donc si n est plus grand que, je sais pas, 200 peut-être, dans ces cas-là, mon hypothèse de normalité de résidus, j'en ai pas forcément besoin, on sait que notre estimateur bêta chapeau, il devrait être gaussien. D'accord? Donc c'est cette propriété qu'on va pouvoir exploiter. D'accord? Et ce qu'on peut même montrer, c'est qu'en fait, on a cette... Donc je vous passe les calculs, mais en fait, on a cette propriété qui nous dit que sigma chapeau moins 1, x transposé x, puissance 1,5, alors avec la décomposition de Cholesky d'une matrice symétrique positive, okay, de bêta chapeau moins bêta va être à peu près une loi normale 0i. Okay, ce qui veut dire en fait que mon bêta chapeau moins bêta va être à peu près une loi normale centrée dont la variance, c'est précisément la variance de mon estimateur. Okay, ce terme-là, c'est la variance estimée de mon bêta chapeau. Ok, donc il n'y a pas vraiment de grosse surprise. D'accord. La seule chose, c'est que soit j'ai pas beaucoup d'observations et dans ces cas-là, j'ai besoin de faire une hypothèse de normalité sur mes résidus, soit au contraire, j'ai beaucoup de données et j'ai juste besoin d'une petite hypothèse technique pour m'assurer de la convergence de mes estimateurs, mais dans ces cas-là, je vais avoir ma normalité asymptotique dans mon bêta chapeau. Okay, donc c'est ça qu'on obtient et c'est ce que je vais pouvoir exploiter par la suite, c'est-à-dire si jamais j'ai pas mal d'observations, et j'insiste un petit peu là-dessus, si jamais n tend vers l'infini, dans ces cas-là, ma statistique de test est tend vers une loi normale et ma statistique F est tend vers une loi. Alors, techniquement, c'est une loi de Fisher, mais qui peut s'approcher par une loi d'Uki 2. Okay, et c'est ce qu'on observe ici. D'accord. Donc, dans mon hypothèse de normalité tout à l'heure, quand je vous disais j'allais tester si jamais le poids, c'était très exactement le poids déclaré plus un bruit, dans ces cas-là, je peux lui dire que je fais du test asymptotique et on voit que mon. Alors, désolé, je reviens un tout petit peu en arrière.
que mon 3 pour 1000 qu'on avait avec nos statistiques de Fisher, je l'approche par un qui 2. Okay, donc, au lieu d'avoir du 3 pour 1000, j'ai du 2,5 pour 1000. Donc, voilà, c'est la lecture asymptotique de mon test, simplement qui consiste à noter que une loi du qui 2, une loi de Fisher s'approche par une loi du qui 2 quand le paramètre de droite tend vers l'infini. Okay, donc, c'est vraiment juste ces deux rappels de proba que je vais pouvoir exploiter. Ma loi normale, ma loi de Student, c'est presque une loi normale. Okay, et ma loi de Fisher, c'est presque une loi du qui 2. Donc, en fait, quand vous êtes en échantillon relativement grand, les choses se simplifient un tout petit peu. Okay, d'où le 1,96 dont je parlais tantôt, c'est que si jamais j'ai pas mal d'observations, je peux invoquer cette approximation. Ok, je vous laisse digérer tout ça, et puis on se retrouve après pour d'autres capsules. À bientôt.